si le droit coutumier ancien est plutôt sur de tension. Il ne faut pas croire que parce que le droit coutumier ancien a été source de tension, il faut se débarrasser des chefs coutumiers, c'est l'État qui l'a décidé. Moi je fais des zones pastorales ici, je fais des zones agricoles là, du coup il n'y a plus l'association agriculture élevage, et c'est même nul. Donc vous voyez que c'est pas simple. Alors en ville, peut-être qu'à ville c'est plus simple quand même. Oui, peut-être. Il y a des chefs coutumiers, mais c'est pas ça encore une autre histoire. On remerciera petit incise quand même un homme qui était là le Mire, qui s'était dit on va lutter contre l'alcoolisme. Il n'a pas réussi à l'époque, il faut quand même bien dire. Et donc on va mettre les ouvriers, et on va leur donner un lopin de terre, et puis comme ça ils vont travailler le jardin, et puis ça va marcher. C'est vrai que c'est un des ancêtres quand même de ces fameux jardins ouvriers, et ça c'est quand même tout à fait intéressant. Et puis tous les petits natifs du Pas-de-Calais et donc du Nord, tout petits, on leur a appris donc, à planter du houblon, et c'est pour ça qu'ils boivent tous de la bière. Voilà. Pourquoi c'est comme ça que ça fonctionne. Le permis effectivement, voilà, le volet biodiversité extrêmement pauvre dans les permis que l'on voit donc fleurir divers et variés, qui a un petit peu envie de prendre ça, je ne sais pas si je vais le prendre ou pas. Donc, vous parlez des permis de végétaliser, parce que du coup, non, sur les permis de construire, enfin d'arranger les façades, etc. Rapidement, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu. Moi, j'ai envie de dire plusieurs choses. On est dans le cadre de la définition du plan local d'urbanisme en ce moment à l'échelle de la MED. La vice-présidente pourrait en dire plus que moi sans doute, mais nous, la ville de Lille a apporté le renforcement et même la création d'un coefficient de biotope sur des parcelles où il n'y avait aucune exigence jusqu'alors. Donc ça figure dans le plus. Après, je pense que le plus reste, à mon avis, encore insuffisant au niveau de ce que vous posiez comme question, c'est-à-dire de la contrainte imposée finalement à un constructeur, à un aménageur, de considérer effectivement les aménagements liés à la biodiversité. Donc on commence à avoir des réserves de l'État, mais ça pousse dans le bon sens, mais effectivement on est encore loin du compte. Et je voulais juste... Oui, alors nous, très modestement à Lille aussi, je pense que la végétalisation de façade, alors là on creuse une fosse sur le domaine public, puisqu'on est sur le trottoir, et la plante, enfin ce qui pousse, s'adosse à la façade du particulier. Donc c'est un gagnant-gagnant si vous voulez. Et ça, je pense qu'on est en train de... On fait du lobbying, dans le bon sens du terme, auprès de la population, et on est passé quasiment de 60 fosses en moyenne il y a un an ou deux à 400 fosses ici en 2019. Donc je pense que c'est de nature à gagner du terrain. Alors c'est pas tout à fait la réponse à votre question, mais en tout cas, on travaille là-dessus. Et on peut imaginer même qu'un jour, parce que la MED commence à s'en emparer, au niveau du service voirie, il commence à y avoir des délibérations qui sortent, qu'un jour, systématiquement, quand il y a par exemple un retravail de trottoir, de bitume de trottoir, on crée les fosses systématiquement à pied d'immeuble. Après, les gens s'en emparent ou s'en emparent pas, mais les fosses existeront. Merci Élise. Comme je suppose que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un coefficient de biotope, le biotope, c'est l'endroit où la biodiversité, où la vie vit, c'est l'habitat du vivant. Donc l'idée, c'est que sur un terrain qui est par exemple en cours d'urbanisation, on a le droit d'urbaniser, mais par exemple, on va vous demander qu'il y ait, par exemple, 40% ou 50% qui reste du biotope. Et quelquefois, on va un peu plus loin, ça commence en Allemagne notamment, il y a déjà un certain temps. Par exemple, vous avez une maison avec un petit jardin, vous voulez faire un garage supplémentaire, on va vous dire oui, mais les pans du garage vont être végétalisés, la toiture sera végétalisée, vous récupérez l'eau, donc encore une fois, vous remboursez votre dette écologique. D'accord? Si vous voulez aller plus loin, ça c'est pas dans les coefficients biotope, mais c'est une recommandation personnelle, si vous avez un jardin qui fait 10 mètres, et que vous faites des creux et des bosses, vous avez un jardin qui fait 20 mètres. Dans les creux, vous stockez l'eau. Quand il y a une inondation, les espèces, voilà, il y a un versant nord, un versant sud sur chaque butte. Si vous faites de l'agriculture, vous allez avoir une variété de plantes, de biodiversité très intéressante. De la même manière, votre maison, c'est peut-être, je sais pas moi, 100 mètres carrés au sol, mais c'est 4 murs, plus 2 toitures, plus peut-être 3 balcons.
tout ça, ça peut se végétaliser. Et au total, si tout est végétalisé, sauf les fenêtres, les panneaux solaires et la porte, vous aurez peut-être plus de végétation, c'est pas la même, ça ne remplace pas, mais quelque part, en évapotranspiration, en captation d'oxygène, de CO2, les racines qui vont s'installer au pied du mur, qui vont aider l'eau à s'infiltrer, voilà, vous remboursez votre dette écologique. Merci, chef Laurent Lamiot. Il est 20h30, je ne sais pas ce que tu avais prévu. Moi, c'est bon, je reste là ce soir, donc j'ai pas de problème. Est-ce que vous souhaitez encore intervenir? Parce que là, on peut, allez, 3 questions, on peut y aller dessus. Pas forcément des mauvaises herbes, elles ont toutes plus ou moins une fonction là-dessus. Qu'est-ce que l'on peut dire sur, justement, donc, sur les équipes? Oui, à propos des mauvaises herbes, en début de mandat, il y a encore des élus qui me disaient, écoute, c'est pas très propre quand même, ça fait pas propre l'herbe sur le trottoir. Bref, vous voyez, on a beaucoup bougé, mais ça vient pas si loin que ça. Comment dire? Moi, je parlerai des jardiniers du service nature en ville, par exemple, qui ont toujours été mis dans le coup, finalement, du changement de gestion de nos espaces verts, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des observateurs de la biodiversité. En fait, c'est des jardiniers, ils sont passés d'un métier de pulvérisateur à un métier de jardinier, observateur, qui recense les choses, etc. Donc, je veux dire, il y a aussi une acculturation avec les services nécessaires pour qu'ils prennent à bras-le-corps les choses dans le bon sens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien d'habitude, mais voilà. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, je crois que c'est vrai pour tout le monde. Et la deuxième chose que je voulais dire, et je pense que Christiane ne me dira pas le contraire, il y a aussi des histoires de compétences de collectivité. Alors, la voirie, en général, c'est la métropole. Et on bouge quelquefois en décalage, si vous voulez, parce qu'on n'a pas les mêmes réalités de territoire qui nous remontent, et on est aussi à 2 collectivités, donc deux niveaux de services différents à fonctionner ensemble. Et quand on dit planter l'espace public, la rue, mettre un arbre à la place d'une place de stationnement, parce que les gens le demandent, parce que les gens s'organisent ici à Lille pour aménager leur rue et sont prêts à sacrifier quelquefois 2 ou 3 places de stationnement, ça mettait, en tout cas c'est en train de bouger, parce que Christiane a beaucoup poussé dans ce sens-là, ça mettait 1 an et demi avant de pouvoir obtenir l'autorisation de la mettre pour planter un arbre. Bon, voilà, ça bouge, mais il faut pousser, et le travail des citoyens, enfin les attentes, les remarques, etc., participent beaucoup à ce changement. Merci beaucoup, Lise. Non, et bravo, Christiane, parce que ce bagarrer, on a vendu, à la sortie de la guerre, l'année 50 plutôt, oui, c'est bien ça, on a vendu toutes les villes à la bagnole. Voilà. Donc après, on essaie de raccommoder maintenant. Une fois de plus, on raccommode. On essaie de mettre ce curseur autrement. De même qu'aussi, vous avez de nombreuses villes qui ont tourné le dos à leur fleuve. Maintenant, ça y est, c'est l'inverse, quoi. Donc voilà, on peut acter, heureusement, quand même de tas de choses positives. Le grand problème qu'il y a, c'est la course, si vous voulez, entre la rapidité des phénomènes aujourd'hui et nos actions. On a toute la boîte à outils, on l'a. Marc vous en a parlé, Jean-Marc aussi, etc. Florent, on l'a, la boîte à outils. Il ne faut pas se dire qu'on a besoin d'avoir encore plus, si vous voulez, d'ingénierie dans tous les sens. Ça ne fera jamais mal, parce qu'on ne connaît pas tout, loin de là, sur tous les écosystèmes, comment ça fonctionne, la nature. Ça, c'est la grande boîte qui est incroyable. On connaît quand même un certain nombre de choses, on ne connaît pas tout. Mais voilà, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la rapidité des phénomènes, si vous voulez, par rapport à ce grand bateau. On n'est pas une goélette, on est une société. Donc c'est lent. C'est comme un bateau, si vous voulez, il faut 20 km pour faire un virage. Et on aurait besoin d'être un peu plus goélette. À vos côtés, il y a une question, je vous en prie. Moi, je crois qu'on parle un peu de sujet, mais tout à l'heure, vous avez parlé de la responsabilisation du commerce international. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Aujourd'hui, on voit plein de grands groupes de multinationales qui prennent des engagements publiquement, que ce soit sur le plan de café, de café, etc. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est juste pas repousser le problème plus tard? Et est-ce que ces entreprises sont vouées à continuer à exister ou sont juste pas adaptables à l'urgence? Alors, il va falloir quand même les maîtriser, ces grandes sociétés en question. Mais les propriétaires
propositions peuvent être très simples. Imaginez que l'Union européenne, dans les accords internationaux, dise bon, nous on renonce à exporter nos excédents de poudre de lait, des poulets de bas de gamme, les céréales à 90 quintaux, et on autorise même les pays du Sud déficitaires à mettre des droits de douane à nos excédents pour que là-bas les agriculteurs soient correctement rémunérés et puissent produire par eux-mêmes le mil, le sorgho, le niébé et associer l'agriculture et l'élevage avec des revenus décents. Ce serait déjà un commerce plus équilibré. Et puis nous, on libérerait des terrains au lieu de faire ça, et du coup on n'apporterait plus le soja, le tourteau de soja en provenance des Amériques. Et tiens, ça ferait plaisir aux Brésiliens de prendre le soja plutôt que de le donner à nos cochons. Donc déjà, ne pas signer le Mercosur, ne pas signer le CETA, ne pas imposer les accords de partenariat économique à l'Afrique. Je veux dire, on peut se mobiliser. Il y a même urgence pour qu'on y parvienne. Alors j'en conviens, en face de nous, quand on essaie de négocier ça, ben, on a, alors, moi, je veux bien que vous les appeliez Limagrain, Monsanto, Auchan, d'autres, qui effectivement sont complètement opposés à ce que je vous raconte. Et je pense qu'on n'y échappera pas. Je pense que tout ce qu'on fait pour l'autonomie alimentaire localement, urbain, etc., démontre quand même par l'action que autre chose est possible. Et les conditions socio-économiques pour le réunir au profit du plus grand nombre, aux politiques de se remuer, à nous de les... Vous voyez, moi je suis entre le changement de comportement des consommateurs, le mouvement associatif, les AMAP, Terre de Liens, les associations de parents d'élèves, et ce genre de choses. Je ne renonce pas à mon droit de vote, mais alors je vous le dis tout de suite. Moi, quand j'ai un élu, après je le harcèle pour qu'il accomplisse ses promesses, voilà, et qu'il soit respectueux. Et cesse d'obéir à ces... Parce que la puissance de ces lobbies, que ce soit à l'échelle européenne ou française, est absolument incroyable, quoi. Et là, je suis prêt à les dénoncer. Je n'ai pas fait grand-chose en termes de désobéissance civile. Je crois que dans ma vie, j'ai juste été receleur de fauteuil de la BNP qui avait été volé. Oui, je n'ai pas fauché l'OGM, je crois que je devais être à l'étranger quand ils ont fait ça. Et je suis plutôt quand même pour la légalité, si vous voulez. Et il y a des moments quand même, je pense que la désobéissance civile a eu des effets positifs. Je pense que sans le fauchage volontaire, il y aurait des OGM cultivés en France. Hein. Il nous faut être honnête. Hein. Et puis, sans avoir été receleur des fauteuils de la BNP, ben la BNP serait encore avec ses fraudes fiscales et ses paradis fiscaux. C'est pas terminé, hein. Je pense qu'il va falloir en revoler de nouveau des fauteuils. Mais on n'a pas encore terminé. Mais je pense que c'est tout ça. Et puis, il faut que ça bouge, on va les avoir, on va gagner. Bien. Voilà. Et on saluera un petit garçon qui s'appelait Étienne de la Boétie quand même, et qui à 19 ans nous a quand même pondu, ouais c'est ça, il avait 18-19 ans, tiens, un peu comme Rimbaud. Rimbaud il a fait sa carrière en 2 ans, le gars, et ben je crois que la Boétie en a un peu plus, mais bon, il est mort à 31 ans, et qui nous a donc écrit de la servitude volontaire. C'est-à-dire effectivement de ne pas se mettre à genoux devant le puissant et devant le décideur. Voilà, donc effectivement, il faut laisser que tu voulais dire quelque chose. Il y a une notion qui est importante, on travaille beaucoup avec des labels, des écolabels, et donc il y a une question de crédibilité. Donc il y a des gens qui ont travaillé sur c'est quoi la crédibilité d'un label. Et je signale que la MEL, il y a quelques années, a failli voter une délibération, ça n'a pas été fait, mais ça a presque été fait. L'idée, c'était qu'il y ait plusieurs collectivités, des grosses collectivités qui s'associaient, qui s'engageaient à acheter des produits écolabellisés et qui s'engageaient, et ça c'était nouveau, à donner de l'argent à des citoyens qui travaillaient autour d'ONG comme le UN, Greenpeace et quelques autres, pour aller vérifier en Afrique, en Amazonie, ou là où il fallait, avec leurs propres moyens, que ce qui était écrit dans la label était vraiment vérifié. Voilà, c'est juste un truc que je voulais signaler. Mais réfléchissez à cette notion de crédibilité quand vous achetez quelque chose. Merci beaucoup. J'apprécie. Je voudrais réagir encore en complément sur la notion de bien commun, puisqu'il se fait que je suis aussi dans cette ville en charge de l'économie sociale et solidaire depuis plus de 20 ans. Et je pense qu'on n'a pas trop parlé d'économie et que pour parler de transversalité, vous en parliez tout à l'heure sur la formation entre les sciences sociales et les sciences de la nature, on a aussi une chaire interdisciplinaire sur l'économie sociale et solidaire sur le territoire de la métropole. Et à mon avis, c'est important parce que ce que vous dites derrière l'examen Terre de Liens, on pourrait rajouter les outils d'affichement solidaire, on pourrait rajouter un tas de développement aujourd'hui d'entreprises
qui touche à la fois tous ces champs autour de l'utilisation des huiles usagées, par exemple, pour faire de la transformation, ou sur d'autres dispositifs aujourd'hui un peu innovants, c'est comment ça refait système au niveau d'un territoire donné, et comment ça réallie enjeux climatiques, enjeux économiques. Je trouve qu'on n'y est pas encore vraiment arrivé, on en discutait un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'autour de la notion de bien commun, c'est une démarche qui est intéressante, mais comment on arrive à ce que ça fasse réellement écosystème dans des démarches, alors là pour le coup, qui sont vraiment les démarches de l'ESS, de co-construction, c'est-à-dire où il n'y a pas un sur le dessus de l'autre, et comment la collectivité, dans ces démarches-là, et elle l'est déjà dans certains systèmes coopératifs, comment elle se réinterroge et comment elle fait sens par rapport à un territoire donné. Je pense que c'est vraiment encore un sujet qui nous faut travailler collectivement. Merci à vous, Christian. En deux mots, je dirais approche écosystémique. Oui. Et aujourd'hui, l'ESS, c'est à peu près 10%, on va dire, de l'économie, donc c'est pas neutre du tout. Je vous en prie. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on va dans le bon sens. Enfin, je prends l'exemple par exemple des Russes domestiques qui sont devenus un vrai symbole de biodiversité parce que c'est un formidable moyen de sensibilisation. Et en même temps, quand on regarde le côté purement écologique, c'est souvent des abeilles domestiques qui sont en concurrence des abeilles sauvages, donc il y a un déséquilibre. Comment on fait si chacun végétalise le quai de sa porte avec de la rue du Japon? Enfin, voilà. Comment on maîtrise en fait cette mission de biodiversité et de végétalisation un peu intensive et de bonne foi? C'est un super sujet. Ce que je voulais dire tout à l'heure, quand je vous disais qu'il faut travailler ensemble en intelligence collaborative. Il y a plein de trucs complètement contre-intuitifs. On croit bien faire. Vous achetez des graines de jardin qui vont attirer les papillons, voilà, et puis en fait on s'aperçoit que ce sont des graines quelquefois qui ne font pas de nectar ou pas de pollen, qui sont des espèces qui viennent de 15 pays plus loin, qui ne sont pas adaptées au cycle des saisons, aux bactéries qui y a dans le sol. Et quand vous faites ça, en fait, vous enlevez la place des vraies espèces qui étaient là. Et donc, la réponse, à mon avis, c'est que vous ne pouvez pas répondre à tout ça toute seule. Par contre, en travaillant en réseau, où chacun explique aux autres ce qu'il a appris en faisant du jardinage, en observant les espèces, en comptant les papillons, en observant à quelle époque les feuilles tombent, ou en compostant ses excréments, par exemple, chez lui, à partir de toilettes sèches, là, en fait, on avance très vite. Et ce qu'on n'avait pas il y a 250 ans, Internet contient le meilleur et le pire possible. Tel qu'il est parti, il va falloir construire des centrales nucléaires toutes les semaines pour répondre aux besoins futurs s'il continue à se développer un asymptote comme ça. Par contre, si on l'utilise de manière intelligente, optimisée et collaborative, il n'y a pas 500 personnes qui écrivent 500 fois la même chose dans leur petit coin, dans leur blog, mais qu'ensemble, on construise, par exemple, Jimmy Wales, qui est l'inventeur de Wikipédia, a dit il y a 2 ans et demi, on va se rendre compte dans 20 ans qu'il y a mieux que Wikipédia, c'est Wikiversité. Wikiversité, en fait, c'est un truc qui a été conçu pour que du niveau maternel jusqu'à Bac plus 20, si vous voulez, en 283 langues à l'époque, maintenant on a plus de 300, on puisse partager ce qu'on a appris et faire les cours de la manière dont on a envie qu'ils soient faits, parce que c'est comme ça qu'on comprend le mieux les choses. Et donc vous pouvez faire un cours de japonais si vous parlez japonais, ou de permaculture, si voilà. Et vous allez commencer, et 10, 15, 20, 100 000 personnes vont pouvoir venir améliorer en citant leurs sources et en expliquant pourquoi vous aviez tort, vous aviez raison, et ça se discute. Et merci beaucoup, parce que c'est vrai que notre apis mellifera, c'est la star qui nous file du miel. Bon, puis à côté de ça, on a mis donc pollinisateurs, donc sauvages, dont vous parliez, des abeilles solitaires, etc., qui sont bien sûr tout aussi importantes. Et maintenant, vous avez aussi du trafic de rennes, c'est pas le trafic, voilà. Mais on est loin de notre abeille noire. On a appliqué, si vous voulez, à l'apiculture des règles aussi de productivité que l'on retrouve dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des pisseuses de miel, quoi. Vous avez une vache Holstein qui doit faire, je sais pas, 8000 litres, 12 000 litres, je ne sais plus combien de faire, enfin bon. Elle, ça y va, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec une vache casta, etc. Et tout ça. Donc, alors, c'est pas pour autant que votre miel est forcément pas bon, hein. C'est pas ça. Maintenant, regardez bien la provenance de vos miels, hein. Ça, c'est important.
Petite dernière? Oui, je vous en prie. C'est pas vraiment une question, c'est plus une suggestion. Vous parlez de permaculture, c'est que nous on accompagne des projets de permaculture. Finalement, on va souvent chercher la solution autre part, comment à la société et l'entreprise. Finalement, on pense que la solution, elle est en chacun de nous et qu'on a tous le pouvoir là demain de commencer à faire des choses. Ça peut être par exemple sur le bas de votre porte, ça peut être avec vos voisins dans votre quartier, ça peut être dans votre jardin, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, ça peut être dans l'école de vos enfants, ça peut être dans votre entreprise ou dans votre association. Finalement, on a tous aujourd'hui le pouvoir et c'est comme ça que ça va changer, c'est en commençant dès demain à faire un changement, à faire une initiative pour apporter la nature, pour cultiver aussi, parce que ça va aussi rapporter à la nature, puis on va trouver un intérêt à ça, parce qu'on va manger derrière. C'est la première chose à faire. Et derrière, en effet, que ce soit les politiques, que ce soit les sociétés, que ce soit les personnes, les connaissances qui nous manquent, elles viendront. Parce que quand on fait le premier pas, on peut aller chercher des personnes qui sont là pour vous accompagner, qui sont compétentes, il y en a plein. Souvent, même dans son quartier, on a des voisins qui s'y connaissent, qui vont pouvoir vous aider. En fait, le seul enjeu aujourd'hui, c'est faire le premier pas. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu cette histoire, c'est l'histoire des 100 singes. Dans une population de singes, quand on va avoir 30 singes qui vont commencer à faire autrement, et tous les autres vont suivre. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne nous aussi les humains. Donc si demain on commence chacun à changer, et à un moment donné, on sera peut-être 30%, et tout le reste il va suivre. Et donc pour moi la meilleure solution c'est dès demain commencer à faire ça. Voilà, je voulais vous partager ça. Je trouve que c'est une formidable conclusion, parce qu'on est tous donc aujourd'hui à la croisée des chemins. On s'en rend bien compte, on est sur une fin de civilisation complètement démente, qui nous a nourris, etc. et tout, mais voilà, qui est en train gentiment de s'écrouler. Et avant de réinventer autre chose, et la manière de le réinventer, c'est aussi de croire en soi et d'y aller. Il y a ce moment de peur. On marche comme un toit, comme le toit, c'est-à-dire, ok, je suis prêt à abandonner quelque chose, mais qu'est-ce que tu me donnes à la place? Voilà. Et on revient évidemment sur, c'est pas le même contexte, mais sur Hannah Arendt, seule l'action nous sauve, et c'est ce que vous dites. Donc on va faire un peu comme je crois que c'était Jean-Paul Delis, ou c'était le pape François. Très bien, pape François. Qu'on soit croyant ou pas, peu importe, hein, d'un point de vue écologique, par contre surtout, d'un point de vue environnemental, il faut bien reconnaître que là-dessus, c'est pas mal. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. On est sur la fin de quelque chose, donc entre les deux, il y a la peur. Hein. Voilà, et ça c'est normal. Lorsque vous avez une civilisation qui est en train effectivement de bien s'affaisser, il y a toujours ce moment-là, qui, comment on fait, comment on dit. Et vous l'avez très bien dit. Vous l'avez très bien dit. Et donc, chacun à sa portée, on peut y aller. On vous souhaite une excellente soirée. Alors, je crois qu'il y a une petite chose qui est derrière. Et... ah oui, c'est comme ça. Voilà, c'est pas là, c'était comme ça. On sort à droite et maintenant c'est un peu à combien? C'est ça? Encore à droite et c'est ça. On vous remercie tout le monde. À bientôt. Vous pouvez dire un petit peu le petit mot de la fin, un petit peu. C'était un très bon débat qui a, j'espère, suscité l'intérêt de la plupart des participants qui étaient nombreux. Oui, c'était voilà. Donc, c'était une très bonne soirée. Merci.